Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. 10 Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Les sirènes hurlent sans fin sur Varsovie. Par tous ces canons, la DCA tire désespérément, mais le ciel appartient aux jeunes aviateurs de la Luftwaffe qui, pour la première fois, jettent leurs bombes sur des êtres humains. Ce sont des vieillards, des femmes, des enfants, qu'importe, puisque dès sa première minute, la guerre doit être totale. Quelle était votre profession, monsieur? Secrétaire de mairie. En 1939? En 1939. Okay. Qui était le maire à cette époque? Le maire, c'était de Bonne-Soulan, mais qui avait été débarqué alors par Vichy. Alors c'était le docteur Gerbier. Oui. Et Saugues était une grande commune à l'époque? Oh, il y avait 3200 habitants. Oui. Et y a-t-il beaucoup d'hommes qui sont partis en septembre 39? Je ne me rappelle pas exactement, mais on peut considérer comme 400, peut-être quelque chose comme ça. Et vous-même, monsieur Lédier, avez-vous été mobilisé? J'ai été mobilisé, j'ai même été fait prisonnier, mais j'ai eu la chance de pouvoir m'évader. Sur les routes, des flots incessants de réfugiés venus de Belgique puis du nord s'écoulent vers le sud, gênant les transports militaires. Des trains entiers évacuent les plus dépourvus. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. De Gaulle a gagné Londres. Le 18 juin, il lance un appel pour la continuation de la lutte. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Cette guerre est une guerre mondiale. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Allô? Allô, allô? Allô, allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Quoi donc? Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nos égards, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. De nombreux soldats, déjà démoralisés, mettent bas les armes et se laissent capturer. Mais la guerre continue. Je suis parti avec le 31e régiment de dragons à cheval, avec un sabre, en Belgique pour enrayer la marche de l'ennemi. On est resté 7 jours en Belgique sans avoir de ravitaillement ni en munitions ni en armes, puisque tout avait sauté en France avant qu'on rentre par les bombardements. Et en rentrant à Trélon de nouveau, j'ai été fait prisonnier avec un seul camarade, parce que le régiment avait été pratiquement décimé en rentrant à la frontière. Et y a-t-il un grand nombre qui ont été prisonniers? Ah oui, 40? Il y a eu 80, entre 80 et 90 peut-être. Un grand sommeil noir tombe sur ma vie.
ne vois plus rien. Je perds la mémoire du mal et du bien. Oh, la triste histoire. Je vais vous dire ce que je sais sur le STEO, le service du travail obligatoire. C'est une loi de Vichy, évidemment, qui a été dictée dans le printemps, tout à fait au début de 1943, et alors qui enjoignait à tous les jeunes de la classe 40, 41 et 42 de partir pour travailler en Allemagne. Et ça a été très rapide d'ailleurs, parce que je sais que moi j'ai été recensé le 3 mars 1943 et qu'on est parti depuis le 11 mars 1943. En 1943, il y a 3 ans, que les prisonniers tournent en rond derrière les barbelés des oflags ou des stalags. Rares sont ceux qui, tel le général Giraud, ont pu s'évader. D'autres ont été rapatriés sanitaires ou placés en congé de captivité. Mais la grande majorité est toujours en Allemagne. Moyen de pression permanent sur le gouvernement de Vichy, moyen de chantage sentimental permanent du gouvernement sur l'ensemble des Français. De là, on m'a mis en commando on fabriquait une usine souterraine de 34 km² que nous avons sabotée, qui ne marche d'ailleurs pas encore, puisque nous avons mélangé toutes les conduites. Il y avait des spécialistes français qui travaillaient là-dedans nuit et jour pour saboter. Et au petit vieux, là où j'étais les premiers, c'était des braves gens. C'était comme en France, il y en avait des bons. Et alors il m'avait dit, oh mais tu es bien là, mais tu resteras bien. Je lui ai dit, écoute, tu ne fais pas nouer ça, hein. Tu ne me garderas pas longtemps maintenant, je vais m'évader. Moi, il m'a été dit et affirmé par un responsable de la résistance Solène, d'ailleurs, que s'il avait pu disposer au mois de mars 1943, s'il avait pu disposer de 15 jours ou 3 semaines de plus, nous ne serions certainement pas partis. Et qui était ce résistant? Ah ben c'était M. Coyon, le commandant Tailleur. Et de là, j'ai fini mon temps là parce que je suis revenu comme père de 4 enfants. Après, j'ai su que j'avais été dénoncé. Oui, la place m'a dit que j'étais bon à encadrer entre deux gendarmes et partir de retour. Dans un camp de concentration. Eh bien, j'ai dit, on verra bien. Et sachant qu'il y avait un maquis du côté d'Aléras, j'ai demandé à Roussel de Monistrol, mon beau-frère, qui était bureau de tabac, qui m'en avait lâché un mot, s'il ne pourrait pas me renseigner, parce que, voilà, mon mari était en danger. Et alors, il me dit, allez voir M. Coyon, il vous renseignera, mais enfin, ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, parce que c'est la résistance et c'est secret. J'ai été voir M. Coyon dans son bureau. Il a été un peu étonné, mais je lui ai expliqué que mon mari ne pouvait pas parce qu'il était surveillé. Et alors, il est venu à la maison, et tout de suite, on est rentré en contact avec la résistance, dont Fernand Dutour, dit François, était à Saugues, justement, pour diriger. On était seulement 6 au début, M. Coyon, et puis mon mari avec autres 2 cantonniers, Louis Charbonnier et Pierre Blanc. Et fromage? Non, fromage était après. Il y avait à ce moment-là Jean Barthélemy, l'instituteur d'ici. Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. À travers le brouillage d'une boîte à musique d'enfants, parviennent aux Français penchés sur leur poste les nouvelles du monde libre et les mystérieux messages personnels surréalistes que comprennent seuls quelques initiés. Nous répétons, j'arriverai avant toi. Gilberte a les yeux noirs. De César à Pompée. Nous disons de César à Pompée. Les langoustes sont fraîches. Nous répétons, les langoustes sont fraîches.
se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant la balle, bravant ces chiens, sans jamais perdre courage. Le colonel Gaspard avait donné comme mission au maquis de Brioude d'occuper la région de Saugues pour empêcher les Allemands venus du Puy de faire leur jonction avec les Allemands venant de la direction de Saint-Flour et ceux venant de la direction de Clermont-Ferrand par Langeac, afin que le Montmouchet ne puisse pas être investi et que lui, colonel Gaspard, puisse faire évacuer, le cas échéant, ses hommes. Les 10 et 11 juin 1944 se sont déroulés ici de durs combats entre les Allemands venus du Puy et les maquis de la Haute-Loire, principalement les maquis de Brioude. On avait très bien compris la manœuvre, on savait que le Montmouchet serait attaqué. Gaspard me confirme toujours ma mission, de tenir coûte que coûte, empêcher les Allemands du Puy de rejoindre soit ceux de Clermont, soit ceux de Saint-Flour. Il me dit, il faut que tu tiennes au moins 48 heures pour permettre l'évacuation de Saint-Flour, du Montmouchet, parce qu'il savait très bien qu'on ne pourrait pas résister devant une ruée massive des Allemands. C'est que les Allemands sont venus avec de l'artillerie, avec des chars, avec de l'aviation. Quand ils sont passés Monistrol, la téléphoniste de Monistrol m'a averti, à midi pile, j'ai entendu les premiers crépitements des mitrailleuses, le premier accrochage. Le premier accrochage, ça a été d'abord deux coups de bazooka qui ont cloué sur place 2 camions. Enfin, moi j'avais mangé ma soupe, j'étais là à la maison, que je ne savais rien du tout. Je ne les attendais pas à ce moment-là. Le fils Germain, Louis, qui n'est pas mort, il est à l'escure, et qu'il a 80 ans juste. Et il est venu me dire, allez, viens vite que les Allemands sont là. On sautait dans le champ. Et on était combien à 80 mètres. Les Allemands nous ont tiré dessus, qu'ils étaient derrière la maison, là, qu'ils ont passé derrière, ils avaient sauté du camion, là, avant d'arriver à la vachalerie. Ils avaient sauté, dans les prés. Et ils ont tiré, on entendait les balles qui sifflaient de chaque côté, les oreilles. Louis, il en a eu une qui lui a traversé la main, qui m'a dit, mais moi je suis blessant. Et alors, quand même, on a fait un peu du plat-ventre, on se couchait, on faisait des bonds. Et on n'était pas loin d'un chemin creux, on s'est rentré dans le chemin creux. Là, on était mieux à l'abri quand même. Puis on a dit comme ça, ben là, on ne risque rien, on est parti de l'autre, on a sauté de l'autre côté, en face des salles, et on s'est caché là-haut dans le fond d'un pré, là, dans un petit ravin. Mais vous ne savez pas que ceux qui sont partis de là, ils ont fait le tour, ils nous ont pris par derrière. Et c'est là-bas où vous avez été ramassé, là? Eh oui. Ah, oui. Eh oui. Et là même, j'avais quitté mes sabots, moi, on était 3. Et quand on les a vus derrière nous, on a levé les bras tout de suite. Et puis j'ai fait même demi-tour pour prendre mes sabots. Mais enfin, j'ai levé les bras, ils ne m'ont rien dit. Et bien on a resté tout le temps dans la bataille avec eux. Là-bas. Eh oui. Quand on portait cette colonne, on a peut-être grossi un peu, mais elle devait bien compter 30 à 40 camions. Il faut compter entre 700 et 800 hommes. Donc tout s'est égayé dans la nature.
Alors comme nous étions nous aussi déployés en Albertaille, alors ça tiraillait et on faisait une grosse consommation de munitions. Je pense qu'on en a trop consommé. C'est-à-dire qu'au début, c'était surtout le combat de patrouille, parce qu'il fallait, pour essayer de tourner les autres, il fallait écarter toujours le dispositif de combat. Et finalement, c'est bien là qu'ils ont occupé les salles dans l'après-midi. Oui, dans l'après-midi. C'est bien le samedi, je ne dis pas de bêtises. C'est passé le samedi vers les midis. Et ça tirait par là-bas de partout. Tout à coup, on a entendu un grand bruit dans la maison et c'était une espèce de torpille là. C'était vers les... on se levait vers les 5 heures là, du matin, là, quand ils ont commencé à tirer, les charger, là, je sais pas quelle... 6 heures, 7 heures. Ben, peut-être mieux, peut-être bien. Ah, puis ils ont fouillé les maisons par là. Et vous êtes resté pendant tout le temps où on fouillait les maisons? Ah non, on est resté là, je sais pas moi, combien de temps, peut-être 1 heure. Puis après, ils ont fouillé la maison, ils ont dit de faire manger les soldats ou les voir, faire un peu dans chaque maison. Ça se situe aux environs entre 15h et 17h, quelque chose comme ça. Il y a un avion qui est arrivé, qui a tourné d'ailleurs, ça a duré au moins 10 minutes. Et c'est qu'à un moment donné, il était à peu près dans l'axe de la route du Puy, où a eu lieu le bombardement, où j'ai vu nettement les 2 bombes se détacher de l'avion. Ils sont partis à l'horizontale, et ils ont piqué comme une bombe dans ces cas-là, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était un bombardement. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai eu nettement l'impression, vous savez, la déflagration, que le mur bougeait, quoi. Je pense, à mon avis, c'était plutôt une mesure d'intimidation qu'autre chose. Parce que lorsque les avions sont arrivés, s'ils avaient voulu faire du dégât, ils le faisaient. Le cours national était bourré de monde, de curieux surtout, comme ça se produit souvent dans ces cas-là. Et s'ils avaient voulu, là, ils faisaient un carton. Bon, le lendemain, on a vu les premiers Allemands à Saug. Est-ce que vous avez une idée du rôle joué par le maire de l'époque? Ben, vous savez, le rôle du maire était assez limité. Disons qu'il s'est porté garant, si vous voulez, après l'avertissement des Allemands en ce qui concerne les armes qui pouvaient être découvertes à Saug, puisqu'il était le tambour à l'époque avait passé en disant que les armes découvertes dans la famille serait systématiquement fusillée. Bien, de là, il faut se mettre un petit peu à la place des Allemands, c'était quand même un point assez stratégique. Saug, Chamblard, tout ça, c'est pas tellement loin, ils n'avaient pas tellement confiance. Ils ont pris le maire et 2 ou 3 personnes, je crois, en otage. Mais le maire s'est proposé lui-même en otage. Parce qu'ils ont vu que de toute façon c'était calme. Je pense qu'ils l'ont relâché à ce moment-là. Ça n'a pas été très loin. Il n'avait pas tellement de moyens, lui, disons qu'il se pliait aux ordres de l'armée allemande, enfin de l'envahisseur, en quelque sorte. À Saug, les Allemands revinrent le lendemain matin. Ils patrouillèrent dans la ville, interrogeant les gens, peut-être bien quelque peu brusquement, mais il n'y eut pas d'exaction criminelle. Je ne voudrais toutefois pas que l'on me taxe de ne pas défendre le souvenir du maquis et de ses morts mutilés ou massacrés par les nazis. Certes, les Tartares étaient des bêtes sauvages, certes, les officiers et les soldats SS étaient des monstres de perversion, mais le commandant Schmeling, qui commandait la garnison allemande du Puy, était un officier allemand qui faisait la guerre pour son pays. À Saug, les Allemands firent la guerre comme nous la faisions nous aussi. Les cloches ont sonné dans tous les ciels de France, de la Flandre brumeuse à la claire Provence, partout un même élan part d'un même clocher. C'est au foyer la joie ineffable des mères, des épouses la voix dont les notes légères font vibrer tous les cœurs sous un unique archet.